Dans cet épisode, on va aborder un approfondissement de l'épisode précédent. À savoir, on a ajouté dans l'épisode précédent un bouton Add to Cart sur notre page produit, sur nos pages produits. Aujourd'hui, on va voir comment on peut le modifier, le changer ses couleurs et travailler au niveau de son design. Donc le design, si vous vous souvenez bien dans les épisodes précédents, on va travailler avec les feuilles de style, donc avec le langage CSS. Donc pour ce faire, on va commencer directement à aller dans le Online Store. On va évidemment travailler sur la copie du template. On va ouvrir une preview. Voilà, je vais aller dans ma petite page produit. Je retrouve bien le bouton qu'on avait ajouté. Et je vais aller dans l'édition du code. Donc on va rouvrir la page avec le code de notre bouton. Donc on savait que c'était dans le template product qu'on trouvait un appel de la section product template. Je vais faire une petite recherche pour trouver mes modifications que j'avais faites. Donc je vais faire une recherche sur Antoine. Hop, voilà. Donc là je retrouve bien, ajoute mon bouton Add to Cart. Donc je suis ici dans le code que j'avais créé et modifié pour ajouter mon bouton. Ensuite, on va chercher donc là à afficher la feuille de style. Donc la feuille qui gère les styles de mon template pour pouvoir travailler sur ce bouton. Donc les feuilles de style, c'est très simple, ce sont des assets. Les assets, on le trouve dans le dossier Assets. Et sont toujours, donc comme on a dit qu'on travaillait sur du langage CSS, on va toujours trouver un fichier qui est soit en SCSS, soit en CSS. Si votre template est bien fait, normalement vous n'avez qu'un seul fichier. C'est le thème scss.liquid. Parfois ça peut porter le nom de votre thème. Everest.scss.liquid, etc. Si votre thème n'est pas hyper costaud, il peut y avoir plusieurs feuilles de style. Alors, le commentaire pas hyper costaud, ça peut embraquer plusieurs qui connaissent un petit peu le code, parce qu'il y a un petit débat qui dit qu'en gros, il vaut mieux avoir plusieurs feuilles de style qui sont moins lourdes à charger qu'une grosse qui est très lourde à charger. Ça, c'est pour le référencement naturel. Il y a un fond de vérité là-dedans, et c'est vrai que c'est important, mais pour notre cas à nous, voilà. La majorité des templates, sachez qu'ils sont faits avec un seul fichier, qui est le theme.scss, et c'est là où vous le retrouverez. Donc pareil, là, si vous ne trouvez pas votre feuille de style ou si vous avez une galère à comprendre ce qu'il faut ouvrir, comme d'habitude, hein, une question, un problème, vous nous rejoignez dans le groupe Facebook. Le groupe Facebook, l'adresse est dans la description de la vidéo, et on vous aidera à le trouver, on répondra à votre question ou à vos questions et on vous aidera. Donc là, en l'occurrence, je vais ouvrir ma feuille de style. Pas de panique, pas de syncope, il y a beaucoup de code, c'est pas l'objectif. Comme d'habitude, aujourd'hui on va cibler, on est des espèces de snipers du code, on n'est pas là pour contrôler, maîtriser et comprendre tout ce qui se passe, surtout que là on va avoir plus de 5000 lignes de code, tiens je vais fermer ça, je crois qu'on a un peu plus de 5000 lignes de code dans ce fichier SCSS, donc on n'est pas là pour tout emmagasiner en 10 minutes ou un quart d'heure, on est là pour cibler une opération. Donc là vous voyez il y a beaucoup de code, si je vais tout en bas, on voit 5799 lignes de code. Donc c'est normal qu'il y en ait beaucoup. Pourquoi? Parce que la feuille de style, elle attribue toutes les informations de, je crois qu'on avait appelé ça l'esthétisme, donc toutes les informations de l'esthétisme de votre site, comme la largeur des blocs, la hauteur des blocs, l'espace entre les blocs, l'espace entre les lettres, la taille des lettres, la majuscule, minuscule des lettres, la couleur des lettres, la couleur des images, les bordures des images, pas de bordure, les survols, les machins, etc. Donc évidemment, il y a énormément d'informations qui sont données, les survols, etc. Donc la feuille de style en comprend beaucoup. Mais on s'en fout. On s'en fout parce qu'on n'est pas là pour les apprendre toutes. Nous, puisqu'on va travailler, on va ajouter du code, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, on commence par sécuriser. Donc je vais mettre pas mal d'espace, et ici je vais rajouter, comme la dernière fois, une ligne de commentaires pour retrouver les modifications que j'ai faites, ou informer que c'est moi qui ai fait les modifications. Donc une ligne de commentaires en CSS, ça s'écrit avec une ouverture, puisqu'on va être sur un container. Ouverture, c'est barre oblique, étoile, mon texte, et une fermeture, c'est l'inverse, étoile, barre oblique. Donc là, je viens d'ajouter une ligne de commentaire. Et le texte que je vais mettre tout simplement Antoine, ajout CSS. Voilà, comme ça on saura qu'à partir d'ici, je vais même rajouter encore un espace, parce que j'aime ça, puis je fais ce que je veux. Et du coup, je vais avoir, pourquoi je rajoute beaucoup d'espace un peu plus sérieusement, c'est que ça me permet visuellement, quand, imaginons que j'ai beaucoup de texte encore en dessous, que j'ai fait beaucoup de modifications, ça me permet de mieux différencier quand je passe que les petites lignes de commentaires qui sont, vous voyez comme ici, qui sont collées à tout. Donc en gros, si vous voulez, là, si je passe comme ça, des lignes de commentaires, on les voit pas. Hein. On voit qu'il y a de la couleur, mais bon, c'est un peu compliqué. Moi, si vous passez au-dessus du mien, vous verrez un grand trou, vous allez vous dire, oh là, il est fou ce mec, mais au moins, on sait où c'est.
Bon, en l'occurrence, là, comme on a fait un ajout de notre prénom et tout ça, au niveau des recherches, on fait un CTRL F, on tape Antoine, hop, et on tombe directement dessus. Donc bon, voilà, c'est une petite habitude. Moi, j'aime bien quand je travaille mettre beaucoup d'espace pour savoir où j'en suis. Et une fois que tout mon code est terminé, après, je peux supprimer mes espaces et remettre au propre. Mais bon, visuellement, ça m'arrange. Donc là, en l'occurrence, on vient de rajouter un commentaire, un premier commentaire. Je vais rajouter quelques étoiles parce que moi, j'aime bien ça. Ça permet de vraiment bien affirmer l'endroit où c'est positionné. Et du coup, je copie et je colle toutes mes étoiles. Voilà. Tant que c'est ouvert par une barre avec une étoile et fermé par une étoile et une barre, on est toujours dans le commentaire. Donc là, on le voit beaucoup mieux et je sais qu'à partir d'ici, tout ce qui va suivre, c'est les modifications que j'ai faites. Donc là, on va retourner dans ma page. Je vais minimiser ça. Je vais ouvrir mon outil qu'on connaît, CTRL-SHIFT-I. Je vais sélectionner mon élément. Toc. Et je vais du coup attribuer une nouvelle classe pour pouvoir modifier mon élément. Alors pourquoi je vais attribuer une nouvelle classe plutôt qu'utiliser une des classes existantes? C'est très simple, c'est que les classes qui sont existantes, elles touchent peut-être, là on en est sûr et certain, elles touchent l'ensemble ou plusieurs éléments, donc plusieurs objets. En l'occurrence, si on réfléchit 30 secondes, la classe qui s'appelle BTN, c'est une classe générique, elle touche tous les boutons. Donc si on regarde les valeurs de cette classe-là, et si on les modifie, on va modifier tous les boutons de la boutique. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. Nous, on veut juste modifier ce bouton-là qu'on a ajouté. Donc si je veux modifier toute la couleur de tous mes boutons, je vais chercher la classe BTN dans ma feuille de style. Vous voyez, je vais faire une sélection, copier. Je vais dans ma feuille de style, je fais une recherche, CTRL F, coller. Et je vais chercher la feuille de style qui s'appelle BTN. Donc là, il y en a beaucoup parce que le BTN est attribué plein de fois, donc je vais pas passer 2 heures à le chercher. Mais si vous voulez, si je veux modifier tous mes boutons, je peux le faire en modifiant la classe de tous les boutons. Ça, c'est possible. Mais moi, mon but, c'est pas ça. Aujourd'hui, je veux juste modifier mon bouton à moi. Et je vais faire attention à ne pas modifier des classes existantes parce que je risque de modifier des boutons dans d'autres pages. En plus, comme je vais pas tester toutes mes pages, quand je vais vérifier, je vais pas m'en rendre compte. Ce qui fait que je vais avoir des boutons bleu fluo ou je sais pas quoi partout. Et mes clients vont gueuler ou vont pas se sentir à l'aise ou vont pas faire d'achat. Donc on fait attention à ce qu'on fait. Là, on peut ajouter une classe. Donc on va dans notre code. Je retourne sur mon bouton. Mon bouton, donc c'est un submit, hein, on s'en souvient. Si je suis pas sûr, je vois que la valeur c'est ajouter, continuer mes achats. Je vérifie sur le site, ajouter, continuer mes achats, donc je suis sur le bon bouton. La classe, donc l'attribut classe, on l'a dit dans l'épisode précédent ou dans un autre épisode, je sais plus, on l'a dit, c'est ce qui permet de relier le HTML au CSS. Donc c'est ce qui permet de faire la connexion entre la feuille de style et mon objet. On peut le faire avec d'autres fonctions et d'autres attributs, mais là en l'occurrence, on passe par la classe. Il y a déjà, on voit plusieurs classes. Comment je sais qu'il y en a plusieurs? Parce qu'il y a un espace. S'il y a un espace, c'est que je passe à une autre occurrence, donc à une autre classe. Si je veux en rajouter, donc logiquement, je vais rajouter un espace, et on peut aller jusqu'à 3 classes maximum, 3 occurrences maximum par classe. Je dis de mémoire, je suis pas à 200 000% certain, mais je crois que c'est 3 maximum. Et là, je vais rajouter par exemple Antoine, c'est une nouvelle classe que je vais créer, BTN, donc bouton, ATC comme add to cart. Voilà. Je sélectionne tout ça avec ma souris ou mon clavier, je fais clic droit, copier, j'enregistre ma page, voilà. Et dans ma feuille de style, à la suite de mon commentaire, ici, je vais rajouter ma classe. Donc une classe en CSS, ça commence par un point. Je colle le nom de ma classe, toc. Et donc comme je suis en train de créer un container, en CSS, on le voit, les containers sont ouverts et fermés comme en HTML. Donc pour l'ouvrir, je rajoute un crochet, une accolade, pardon. L'accolade, c'est Alt-GR, la touche du clavier Alt-GR, et la touche 4. Et je vais fermer, plus loin, mon accolade, Alt-GR, la touche plus. Et ici, je vais mettre mon contenu. Donc là, je viens de créer un objet classe, CSS, donc une classe, dans lequel je vais spécifier des informations. La taille, la couleur, etc. Donc là, en l'occurrence, si je retourne sur ma page, je fais un clic droit actualiser. Voilà. Si je regarde mon bouton, j'ai même pas besoin de le sélectionner, il est déjà sélectionné. Si je regarde mon bouton, j'ai bien une nouvelle classe qui a été spécifiée. Antoine BTN ATC. Ici, on connaît cet espace-là pour le code. Ce qui nous manque un peu, c'est les informations sur les styles. Et ça, on les retrouve ici. Donc à droite de la partie code, à droite, on a la partie style. Donc c'est toutes les informations qui sont liées à la feuille de style sur tous les éléments qu'on a sélectionnés.
Donc si je choisis mon bouton, quand il est sélectionné, j'ai toutes les informations qui sont liées à la feuille de style et qui sont en lien avec mon bouton. Donc là, si on regarde, on voit bien la valeur de la classe bouton. On retrouve d'ailleurs, tiens, par exemple, la couleur du fond, donc le background color. On retrouve bien l'espèce de bleu-gris qui régit tous nos boutons. Si je descends, par contre, il y a un problème, c'est que je vois qu'il n'y a pas la classe Antoine, BTN, etc. Donc c'est normal, parce que j'ai attribué une classe qui n'a aucune valeur, puisque j'ai rien mis dedans. Donc il n'affiche pas une classe sans valeur. Il affiche que les valeurs qui sont actives ou inactives, mais pas les valeurs neutres ou les valeurs vierges. Donc là, en l'occurrence, on va directement commencer, on va changer la couleur de ce bouton. Et la couleur, je vous le dis clairement, je ne vais pas vous faire un cours sur la colorimétrie du web. Là, on est dans un principe où, pour faire une métaphore, c'est pas parce que je sais pas ce que c'est qu'un cardan ou je ne sais quoi sur une voiture que je peux pas conduire une voiture. Si vous voulez un cours sur la colorimétrie, peut-être qu'on en fera un plus tard, sinon vous pouvez trouver des informations sur le web. Personnellement, je vous le dis là, dans notre cas, dans notre épisode, on s'en fout. C'est pas parce que je sais pas ouvrir le capot d'une voiture ou que je sais pas réparer mon moteur que je ne peux pas conduire ma voiture. Donc là, on peut faire des modifications sans comprendre ce que c'est que la colorimétrie web. La colorimétrie web, elle est représentée par deux types de formats qu'on va utiliser là. Elle peut en avoir plus d'ailleurs, mais deux principaux. C'est l'hexadécimal. Donc en gros, si vous voulez, quand je prends mon bouton, parce que l'hexadécimal, ça a l'impression que c'est un truc du futur, c'est ça. C'est un dièse avec des chiffres ou des lettres. Voilà mon explication. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez tout à fait aller sur internet, mais j'ai pas envie de vous surcharger ou de vous inonder d'informations qui sont pas utiles. Le RGB, la colorimétrie, la colorisation, le web et tout ça, c'est pas à moi de vous l'expliquer. Là, on fait du concret, on fait pas de la théorie, on fait de la pratique. Donc en gros, il y a deux formats que moi je vous montrerai que j'utilise. C'est l'hexadécimal, c'est-à-dire un dièse suivi d'une valeur. La valeur, c'est la valeur de la couleur. Ou le RGB, que j'adore vraiment moi, parce que je trouve ça formidable le RGB, puisqu'on peut faire une grosse modification par exemple qui est importante, c'est que sur le RGB, quand on déclare une couleur, on peut spécifier l'opacité, c'est-à-dire le niveau de transparence de notre bouton. On n'a pas besoin de créer une nouvelle fonction, on peut le faire directement par le RGB. Donc là par exemple, quand je survole mon bouton, vous voyez le bouton il est dans un gris un peu plus clair, en gros c'est juste que son opacité elle est changée, et c'est un peu transparent. Donc cette transparence-là, c'est ce qu'on appelle l'opacité. Vous avez déjà dû entendre ce terme par rapport quand vous avez par exemple quand vous avez un verre dans lequel vous pouvez boire, il peut être plus ou moins opaque, c'est-à-dire plus ou moins transparent, on peut voir plus ou moins à travers. Donc voilà pour le terme opacité. Donc là en gros si vous voulez on travaille avec l'hexadécimal, c'est cette valeur, un dièse et une valeur qui permet de changer la couleur. Alors comment je fais moi si je veux connaître par exemple l'hexadécimal du vert pomme? Vous allez me dire il est fou ce mec là, comment je pourrais savoir ça? Et ben c'est là où je vais vous faire un petit cadeau, une petite pépite. C'est un outil qui s'appelle Paletton et cet outil est totalement gratuit, on peut le trouver sur le web. Moi je vous le dis clairement, ça fait des années que je l'utilise parce que je suis une vraie quiche en design et en colorimétrie tout ça. Moi je sais pas différencier deux typos l'une de l'autre quand elles se ressemblent. Je comprends rien aux typos, je suis nul en couleur. Alors j'ai bien compris et je sais qu'il y a des règles en colorimétrie, c'est-à-dire que par exemple, il y a des couleurs qui vont pas avec d'autres. Ça c'est une évidence. On le sait tous, ou même si on le sait pas, on l'apprend. Mais globalement, si vous mettez un bouton qui est vert fluo et que vous rajoutez un autre bouton à côté qui est jaune fluo, vous allez juste éclater la cataracte des gens, vous allez leur faire saigner du nez et des yeux, mais en gros, si vous voulez, il y a des couleurs qui sont pas faites pour aller ensemble. Donc comment je fais moi, c'est-à-dire vous ou moi, comment on fait nous pour savoir quelle couleur va avec quelle couleur, à moins d'avoir fait les beaux-arts ou de connaître les règles de colorimétrie, c'est compliqué. Donc là, l'outil, on va aller dessus, s'appelle Paletton, donc l'adresse c'est paletton.com. C'est totalement gratuit, donc j'ai aucune part de marché dans ce truc-là. C'est une vraie pépite. Cet outil-là, en gros, si vous voulez, c'est un outil qui vous permet d'analyser des couleurs, trouver des couleurs, donc d'avoir ses références et ses valeurs hexadécimales, mais également en RVB. Et surtout, c'est que c'est un outil qui, par ces options, vous permet de trouver les cohérences de couleurs. Et ça, c'est hyper important. Par exemple, si on va concrètement sur notre bouton, on a vu ici dans l'outil, j'ai la valeur de la couleur de fond de mon bouton. Donc je vais double-cliquer sur la valeur de la couleur. Je prends pas le dièse parce que le dièse, on s'en fout. Je prends que la valeur. Je fais clic droit, copier. Donc j'ai double-cliqué, clic droit, copier. Je vais dans mon outil et ici, j'ai un petit champ base RGB. Donc je vais cliquer dessus, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre, et là, dedans, je vais faire coller. Et je colle la valeur. Je fais OK, voilà. Ma couleur de fond de mon bouton, elle est ici, 77 96 A8. 76 87 A8.
et c'est bien celle que j'ai. 77, 96 à 8. Donc ça, c'est ma couleur de fond. Ce qui se passe, c'est que là, j'ai comment on appelle ça, le gradient, là, une valeur graduelle de ma couleur. Donc là, je peux déjà avoir des éléments de base. Mais si je clique ici, j'avais déjà cliqué, si je clique ici, vous avez des outils qui sont géniaux, qui vous proposent des couleurs qui sont en cohérence avec celles que vous avez choisies. C'est-à-dire que, en gros, pour faire succinct, parce que je vous ai dit que je ne vous ferai pas une leçon de colorimétrie, en gros, dans la palette des couleurs, certaines couleurs sont en cohérence avec d'autres et d'autres sont opposées à d'autres. Pour avoir des cohérences qui soient des valeurs qui vont bien ensemble, cet outil-là est parfait. En gros, sur la couleur que j'ai choisie, vous voyez à droite là, il me propose toujours des couleurs qui sont cohérentes et qui vont bien, qui sont adaptées et qui peuvent aller ensemble. Il n'y a pas de... Et je peux jouer après sur les teintes plus ou moins larges ou pas, plus ou moins extrêmes et opposées ou pas, vous voyez ? Mais quoi qu'il arrive, en fait, je reste toujours dans une cohérence de couleurs et surtout, je récupère mes valeurs. Donc ça, je vous invite à découvrir cet outil-là. Là, le but de cet épisode, c'est pas de vous faire une leçon ou un cours sur cet outil-là. Il est assez simple d'utilisation. Vous avez plusieurs modes là de pouvoir tester différentes couleurs en mode manuel, etc. Il est assez simple d'utilisation. Au début, ça paraît un peu barbare, mais comme tout s'apprend. Donc en l'utilisant, vous le maîtriserez de mieux en mieux. Donc pas de panique. Mais globalement, là, je clique, je colle la valeur de mon bouton. Je choisis un mode ternaire, donc 3 couleurs. Et du coup, je vois les couleurs qui peuvent aller ensemble. Donc là, en l'occurrence, j'aurais pas dû changer mon curseur principal. Voilà. Donc là, j'ai ma couleur par défaut et les couleurs qui peuvent aller ensemble. Donc ça, c'est une première chose. C'est que, tout simplement, ce que je peux faire aussi, c'est que, par exemple, si vous cherchez la valeur d'une couleur, comme on disait tout à l'heure, je veux un vert pomme, là, un truc un peu flashy. J'ai cette couleur-là, par exemple. Si je clique dessus, je vois que la couleur me plaît, j'ai son RGB, donc son hexadécimal, qui est ici. Donc quand je fais clic droit, copier, je retourne dans mon code, et là, si je veux tester, par exemple, alors attention, toutes les modifications que je fais dans l'outil, elles sont actives que pour cette page-là. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui les vois, et elles ne sont pas enregistrées. Donc là, ça me permet juste de tester. Donc là, je double-clique sur la couleur, je vire la couleur, je laisse que le dièse, et je fais un coller. Hop, et voilà. Mes boutons sont changés de couleur. Donc là, comme on le voit, j'ai changé la couleur de tous mes boutons, puisque j'ai changé la classe qui s'appelle BTN. Donc la classe qui est attribuée sur tous mes boutons. Donc là, en l'occurrence, comme on a dit qu'on voulait modifier que la couleur de notre bouton à nous, on va utiliser que la valeur de la classe qu'on a créée. Donc là, je vais aller dans ma feuille de style, j'ai créé ma classe, et ici, je vais spécifier la couleur de fond. Donc la couleur de fond, on vient de le voir dans l'outil, elle s'appelle Background Color. Donc c'est tout con. Je rajoute un background color, 2 points, un dièse pour dire que c'est de l'hexadécimal, je colle ma valeur, et comme j'ai fini ma modification, je mets un point virgule. N'oubliez jamais le point virgule, sinon il va continuer à lire en croyant que c'est pas terminé. Vous voyez, à chaque fin de ligne, on met un point virgule. J'ai fait une modif, je finis ma valeur par un point virgule. Donc là, si j'ai enregistré, si je vais dans mon template, je vais fermer mon outil, je vais faire un rafraîchir, donc CTRL F5 ou actualiser, et hop, je vois que seul mon bouton a changé de couleur, pas tous les autres. Donc j'ai pas impacté tout l'ensemble de mon site, je n'ai changé que la classe de mon bouton, et que mon bouton en lui ajoutant sa propre classe. Donc ça me permet d'avoir un bouton plus discret en haut, et peut-être par exemple si je veux déplacer mon code, donc là je vais déplacer mon bouton, donc on voit mon code il est ici, je sais qu'il est ici puisqu'il commence entre mon commentaire si vous vous souvenez, et se termine par mon commentaire, donc je vais sélectionner tout mon code, je fais un clic droit, couper, et je vais le mettre après les boutons Social Sharing. Comment je le sais? Hop, si je rouvre mon outil, CTRL-SHIFT-I, je descends, examiner, je veux que ce soit en dessous de ces boutons-là, donc c'est le bloc qui s'appelle Social Sharing. Donc Social Sharing, je mets de l'espace, et je mets mon code ici, et j'enregistre. Voilà, donc là normalement mon bouton il va arriver en dessous, et voilà. Donc là je ferme mon outil, en gros, quand les gens vont arriver sur le site, ils auront un petit bouton qui est discret en haut avec la quantité, etc. Et en bas, on avait rajouté un bouton avec la possibilité de continuer mes achats, mais qui est dans une autre couleur, et que je peux modifier à souhait.
Donc là, imaginons qu'on ait des foufous dans nos têtes. On veut faire un énorme bouton qui fait toute la largeur et qui soit beaucoup plus haut, écrit en beaucoup plus gros. Donc déjà, pour la largeur, je vais vous expliquer. Donc là, je crée une nouvelle valeur. Hop. La largeur, c'est très simple, c'est le width. W-I-D-T-H. Width en anglais qui veut dire la largeur. Et ici, je vais lui donner une valeur qui est en pixels. Alors les pixels, pareil, je vais pas vous faire un cours sur ce que c'est que les pixels. C'est pas parce que je sais pas ce que c'est qu'un cardan que je peux pas conduire. Donc là, on va jouer avec les valeurs et je vous invite à les tester pour comprendre comment ça fonctionne. Donc là, en l'occurrence, disons que je vais lui dire, je vais tester 200 pixels. Je sais que c'est pas optimum de pas vous l'expliquer, mais je préfère que vous fassiez des tests et que vous compreniez en testant, plutôt qu'en apprenant la théorie. Mieux vaut faire de la pratique et que vous soyez à l'aise en le faisant, plutôt que d'apprendre la théorie et d'être un peu lourd après. Donc là, on va tester, je fais un CTRL F5 pour rafraîchir ma page. Voilà, donc là j'ai mis un bouton de 200 pixels. Donc vous voyez, la largeur de 200 pixels, ça correspond à ça. Donc si je veux mon bouton soit plus gros, je peux très bien lui dire, je veux qu'il fasse le double, 400. Je me suis trompé, ah, j'ai mal écrit. Hop. Ah oui, c'est parce que j'ai sauvegarde en même temps. Alors ça, c'est un réflexe que j'ai toujours, c'est que je sauvegarde tout le temps. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué dans un autre épisode, c'est hyper important de sauvegarder. Vous voyez, j'ai encore sauvegardé. Parce que si vous avez une coupure de courant ou un truc comme ça, vous perdez tout ce que vous étiez en train de faire et ça vous rend juste fou. Imaginez que ça fait 3 heures que vous faites du code et que vous perdez tout, vous allez être fou. Donc là, j'ai mis 400, je rafraîchis ma page, voilà, 400, c'est cette largeur-là. Donc là, en l'occurrence, je veux juste que mon bouton fasse la totalité de son bloc, donc la largeur de tout ce bloc qu'il contient. Donc je vais rester sur une largeur de 100%. 100% du bloc et de son container. Donc là, je fais un F5, on revient sur un bouton qui va faire 100%. Ça marche pas, donc j'ai dû faire une bêtise. Non, ah, ça, bon exemple. Si ça fonctionne pas, parfois, c'est le cache de votre navigateur qui est pas à jour. Donc là, je vais faire un CTRL F5 pour bien vider le cache. Et voilà. Donc vous voyez, là, ça apparaît bien. Donc là, mon bouton fait 100%. Maintenant, je vais juste augmenter sa hauteur. Donc on vient de voir la couleur de fond. Pardon, la couleur de fond, on vient de voir sa largeur, maintenant je vais faire sa hauteur. La hauteur en anglais c'est le height, E-I-G-H-T, 2 points, et pareil, je lui donne une valeur. Donc là par exemple, je vais lui donner 200 pixels de haut, pour voir ce que ça donne. 200 pixels. Et je fais un F5. Ploum. Ah oui. Donc là on voit que 200 pixels, bon c'est un peu gros, mais on est des foufous, donc on va rester sur... allez, soyons moins foufous, on va mettre 150. Hop, 150 pixels. F5, et voilà. Donc 150 déjà c'est un petit peu mieux. Le problème c'est que là j'ai un énorme bouton, donc c'est très sympa. Par contre, j'ai un tout petit texte dans un énorme bouton, donc c'est complètement idiot. Donc là en l'occurrence, je vais vouloir changer maintenant la taille de la police, donc la taille des écritures, donc la taille de la fonte. Donc là les modifications de la fonte, c'est tout ce qui est fonte, tiré, et là la taille, donc size. S-I-Z-E, qui en anglais veut dire size, égale taille. Et là, pareil, je vais lui donner une valeur en pixels. Je vais l'écrire en 30. Je suis un fou, je mets 30 pixels. Et je fais un CTRL F5 pour rafraîchir. Poum, voilà. Donc là, j'ai un énorme bouton. On va pas se mentir. Moi, je vous ferai un petit laïus après sur le web marketing et le mindset pour la disposition. Mais globalement, voilà. J'ai un bouton qui fait toute la largeur, qui est écrit en très gros et qui est très haut. Donc là, en quelques secondes, quelques minutes, vous venez d'apprendre à changer la couleur de fond, la largeur, la hauteur et la taille de la typo. Donc la taille de la fonte. Donc grâce à l'outil Paleton, cet outil gratuit, je vais fermer ça, qui est vraiment une pépite, je peux trouver des couleurs par rapport à celles que je connais déjà, ou je peux chercher une couleur, par exemple, tiens, je veux un petit mauve, un petit bleu, là, donc typiquement, je vais prendre cette couleur-là, donc je vais cliquer. Ici, j'ai la valeur RGB hexadécimale, je clique dedans, clic droit, copier, et dans mon code, je change juste la valeur. Donc je laisse le dièse, je change la valeur, j'enregistre. Hop, c'est enregistré, CTRL F5. Boum, mon bouton est changé. Voilà. Donc là, cet outil, franchement formidable. Je peux choisir des couleurs, je récupère la valeur, je récupère les valeurs des boutons, des couleurs que j'ai choisies, et je peux avoir des outils, vous verrez, hein, qui vous permettent de choisir une couleur en lien avec des couleurs qui sont compatibles. Donc en gros, imaginez que par exemple, vous vouliez changer la couleur de tous vos boutons pour les mettre sur un vert, un peu comme ça, là, un vert un peu crado. Et du coup, vous voulez que ce bouton-là ressorte plus
que les autres, parce que là ils ont deux couleurs différentes. Vous voyez que dans les tons un peu saumon rose, cette couleur-là sort bien. Donc vous pouvez mettre tous vos boutons en vert un peu pastel, foncé, et sur une couleur pastel rose, vous aurez vos boutons du bas. Ce qui fait que globalement, quand la personne, votre client arrive sur la page, il a un bouton qui est un peu discret avec ses choix, etc. Et quand il va arriver tout en bas, on lui met un petit coup de pressage, un petit coup de boost, en lui disant « c'est ici que t'achètes, achète, payer maintenant, acheter, commander, etc. » Donc c'est là, on lui booste un peu son cerveau et ses yeux avec une couleur un petit peu plus... une vente, avec une couleur un petit peu plus pertinente et un petit peu plus flashy. Alors c'est là où je voulais finir un petit peu le laïus. Surtout, ne faites pas n'importe quoi. Je vais pas passer une heure à vous faire une leçon de morale ou quoi que ce soit. Juste, faites les choses avec parcimonie et avec respect de l'intelligence des clients. Alors je sais que ça paraît fou de parler d'intelligence quand on fait des ventes. On sait que la majorité des gens et des clients sont pas l'optimisation absolue de l'intelligence, c'est vrai. Faut respecter ses clients, c'est eux qui nous font vivre, c'est hyper important. Mais on a souvent des gens qui sont un peu lourdés sur le web, etc. C'est pas parce que les gens connaissent pas bien Internet, c'est pas parce que les gens savent pas trop comment fonctionnent les boutons, la navigation, tout ça. Parce que parfois on peut avoir par exemple dans nos clients des personnes un peu âgées, il faut pas leur manquer de respect ou les prendre pour des connards. Pardon pour le terme, mais c'est vrai. N'allez pas mettre des gros boutons verts fluo, comme je l'ai fait tout à l'heure, ou des trucs rouges, flashy. Respectez-les. Pensez et posez-vous la question. Qu'est-ce que je ferais si moi je vais dans une boutique, dans la rue, je vais acheter un jean chez Levi's par exemple, si j'arrive et que tous les rayons, chacun des jeans a ses propres étiquettes avec des étiquettes partout, moins 100%, moins 90%, déstockage massif, machin, truc, bidule, avec des étiquettes rose fluo, rouge fluo, ça clignote, il y a des étoiles dans le ciel. C'est pas un cirque le commerce. C'est un métier. Donc il vaut mieux avoir des boutons qui soient un peu parme, un peu mauve, un peu rose clair, un peu opaque, un peu tout ce que vous voulez, plutôt qu'un truc vert fluo qui clignote et qui flash. Pourquoi ? Parce que si vous allez dans la boutique Levi's et que c'est ça, vous allez peut-être vous dire ça a l'air d'être intéressant, il y a les soldes, au bout de 3 rayons, à force d'avoir touché les jeans où c'était marqué en gros fluo partout, moins 30, moins machin, moins truc, moins machin, ça va juste vous gonfler, ou alors vous allez vous dire, il m'emmerde, ou alors ils me prennent pour un crétin parce que c'est pas possible. Tout est en solde là-dedans. C'est pareil, parfois on arrive sur des gens, ils ont des boutiques, je critique pas, hein, chacun sa méthode et ça marche peut-être très bien pour certains. Moi ça me choque, c'est juste ça. C'est quand vous arrivez sur une boutique, 100% des produits sont à moins 90%, avec des trucs qui clignotent de partout. Moi j'ai l'impression que je vais au zoo ou au cirque. Ça n'a aucun intérêt, j'achèterai pas là-dessus. Parce que ça ressemble à un attrape-couillon. Par contre, si j'ai des produits où c'est fait avec un petit peu de finesse, avec un petit peu d'élégance, ça donne de la confiance aux gens. Moi, je pense que clairement, des boutons rose ou vert fluo ou jaune fluo qui clignotent, ça peut faire fuir les clients. Moi, ça me ferait fuir. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. La majorité d'entre vous seront d'accord. S'il y a des gros boutons qui clignotent partout, je vais me dire, attends, il peut pas me lâcher la grappe là ? Je suis en train de lire la description, je suis en train de regarder le produit, il fait que me harceler avec son bouton achète, achète, achète. Ça va, si je veux acheter, je vais acheter. Il n'y a pas de problème. Si j'ai cliqué sur ta pub, c'est que ton produit m'intéresse. Si ton produit m'intéresse, je suis venu sur ton site. Si je suis venu sur ton site, t'as pas besoin de m'éclairer les yeux et de me jeter de la poudre aux yeux pour que je l'achète. Je vais être convaincu par son prix ou par ses attraits ou sa description. Je vais pas être convaincu parce qu'il y a un bouton jaune fluo qui va clignoter, qui va bousiller le cerveau et les yeux et la rétine des gens. Voilà. Donc globalement, faites ça avec intelligence, avec respect, avec parcimonie et ne soyez pas brutal. Mettez pas des gros boutons rouges qui clignotent. Franchement, allez-y doucement. Donc voilà, cet aparté étant fait, moi je vous conseille sincèrement d'être dans la discrétion et dans la sophistication plus que dans le vulgaire et dans ce qu'on appelle, par exemple sur les vidéos sur YouTube, là on entend toujours ce terme-là, c'est de la vente, c'est des objets ou des termes qui sont putassiers. C'est-à-dire vraiment, pardon pour le terme, on a l'impression de vendre ses fesses. Et c'est pas votre but, vous n'êtes pas là pour vendre vos fesses, vous êtes là pour travailler, gagner votre vie et faire un travail qui est convenable. Gagner la confiance des gens plutôt que de leur faire perdre. Donc là, le principe, c'est qu'on vient d'apprendre, pour résumer, on vient d'apprendre à modifier un bouton, à créer une classe, à sélectionner notre bouton, mais ça on savait déjà le faire, à éditer son code, à identifier son code. Si je retourne dans l'outil, j'ai choisi sélectionner mon bouton, je sais identifier son code CSS, identifier son HTML, donc vous voyez on avance pas mal, hein, et je sais modifier ses couleurs, son background, je sais éditer sa largeur, sa hauteur, la dimension de sa police, et j'apprends au fil de l'eau à faire du CSS. Donc si on résume, background en anglais, arrière-plan, color, c'est la couleur d'arrière-plan. Donc je choisis la valeur je la trouve grâce à mon palette tone.
je peux modifier la largeur, je peux modifier la hauteur, je peux modifier la taille des typos. Je vous en donne une autre petite, c'est la transformation du texte, donc ça s'appelle texte-transform, sans E, 2 points, et ici je peux spécifier la taille, pas la taille mais la casse de mon texte, c'est-à-dire minuscule ou majuscule. Donc par exemple, si je veux que tout mon texte soit forcé en minuscule, je vais faire une lower, qui veut dire en anglais plus petit, case. Donc la plus petite casse, j'enregistre. Voilà, je retourne dans mon template, donc vous voyez là tout est en majuscule, si je fais un F5, tout va être en lowercase, donc tout a été en minuscule. Donc à l'inverse, si j'ai du texte qui est en minuscule, je vais rajouter un uppercase, c'est un C, uppercase, j'enregistre, et là, tout est en majuscule. Voilà. Donc globalement, cette fonction-là, texte transform, vous permet de mettre tout en minuscule ou en majuscule. Ensuite, on peut jouer avec les marges. Donc les marges, ce sera la dernière chose qu'on va voir aujourd'hui. C'est l'espacement. L'espacement entre les éléments qui entourent mon bloc. Ça veut dire l'espacement, donc l'espace que je vais allouer en haut, en bas, à droite ou à gauche de mon bloc. Donc là, typiquement, si je veux rajouter de l'espace ou supprimer de l'espace, disons qu'on va rajouter de l'espace entre les boutons de partage et mon bouton Add to Cart, je vais rajouter donc un espacement, c'est un margin, tiré la direction que je veux utiliser. Donc par exemple, là, je veux aller vers le haut, donc vers le top, 2 points, et ma valeur. Donc là, je vais rajouter une grosse valeur pour que vous voyez la différence. Je vais rajouter 100 pixels. Donc on s'en fout de savoir ce que c'est les pixels. Hop, je fais un CTRL F5. Regardez, mon bloc était ici. Pouf, vous voyez, j'ai rajouté 100 pixels d'espace en haut. Donc évidemment, là, 100 pixels, c'est beaucoup trop. Mais quand vous avez des blocs qui, par exemple, sont collés, vous pouvez les espacer sans utiliser le BR qu'on a vu précédemment, en rajoutant tout simplement 10 pixels, 20 pixels, 30 pixels, et vous faites vos tests. Vous voyez. Et vous faites comme ça vous convient. Hop, là, je vais remonter un peu. CTRL F5. Voilà, donc là je suis remonté un peu, j'ai laissé de l'aération et de l'espace. Et du coup ça me permet de bien différencier mon bouton ou de changer mes espaces. Donc là pour les margins, pour vous résumer, vous avez le margin top qui est vers le haut, margin left qui sera vers la gauche, margin-right, donc droit, à droite, et margin-bottom, bottom en anglais qui veut dire vers le bas. Donc top vers le haut, left vers la gauche, right vers la droite, bottom vers le bas. Et du coup, si j'efface ça, hop, et que je change mon margin bottom, je vais lui mettre 300 pixels pour que vous voyez bien la différence, j'enregistre, et je fais un CTRL F5, regardez le bouton Back to Home Page, pouf, il a disparu. Il n'a pas disparu, il a été décalé de 300 pixels vers le bas. Je vais fermer mon outil, voilà. Vous voyez l'espace qui a été créé ? Donc évidemment là c'est beaucoup trop, mais si vous voulez, les margins vous permettent de créer des espaces et d'aérer un peu votre design et votre disposition des éléments. Voilà, donc là dans cet épisode, on vient de voir, si on résume, comment dans notre code qu'on a identifié, les pages qu'on a éditées, comment on va rajouter un commentaire, on va créer une classe sur notre objet qu'on a créé, donc on a rajouté une classe, on n'oublie pas qu'on n'en met pas plus de 3, c'est 3 classes maximum par attribut. On a créé donc cette classe dans notre feuille de style et on a indiqué et changé les valeurs d'attribution. Il peut y avoir des cas où la valeur d'attribution ne fonctionne pas. Si la valeur d'attribution ne fonctionne pas, je vais vous donner un cas précis. Par exemple, si vous avez plusieurs feuilles de style. Pardon. Il est possible que les modifications que vous faites, elles sont interprétées par le serveur, donc par la boutique, les unes derrière les autres. En gros, si vous voulez, le serveur, comment ça se passe? Lui, il lit le code et il lit élément par élément. Ça, et puis ça, attendez, ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, etc. Donc il va lire le code comme on le lui donne. Un par un, dans l'ordre du haut vers le bas. Si dans une autre feuille de style, qui se charge après celle-là, il est spécifié par exemple que le background color soit autre chose. Donc là, par exemple, je vais dupliquer, voilà, on va faire le cas. Vous allez comprendre par l'exemple. Je vais supprimer toutes les valeurs, voilà. Et la valeur du background, je vais mettre du rouge, donc je me souviens que c'est FF et 4.0, voilà.
Là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit mon bouton, il est mauve, là, je sais pas quoi. Il est mauve. Ensuite, je lui spécifie que mon bouton, sa couleur, elle est rouge. Donc lui, dans le sens, il va traiter les données comme on lui donne. Donc en premier, il se dit, ah ok, le bouton est mauve. Ensuite, il dit, ah bah non, il est rouge. Donc en l'occurrence, si je fais un F5, je rafraîchis, mon bouton, il est rouge. Il a beau avoir été déclaré comme étant pourpre ou mauve, il sera rouge parce que la dernière indication que je lui ai donnée, c'est le rouge. Donc il est possible que si dans une autre feuille de style, le bouton ait été déclaré d'une autre couleur, quand vous allez changer votre couleur, ça ne va pas marcher. Et c'est normal, puisqu'il va traiter la dernière valeur qu'on lui a donnée. Donc là, on va créer un hack CSS. Donc c'est espace, point d'exclamation, important. Ça s'appelle un hack CSS, qui dit que quoi qu'il arrive, que tu le vois avant, après, ou Michel ou Jean, on s'en fout, je te dis que ce que je te dis là est important, donc tu le priorises. C'est moi qui ai raison, j'impose et j'insiste, c'est important. Donc là, même si plus tard, je vais refaire le... Alors je refais un copier-coller, je ferme, et là, je lui dis que mon bouton sera noir. Voilà, donc là je lui dis en gros, il est pourpre, pardon. La vache. Et mon bouton est pourpre, je lui dis maintenant qu'il est noir. Donc en théorie, mon bouton devrait être noir. Sauf que comme je lui ai spécifié que ça c'est important, il va prioriser sur cette ligne-là. Donc il va rester de la couleur pourpre. Voilà, donc j'ai fait un rafraîchissement, il reste pourpre. Si je vire le hack CSS important, il va redevenir noir, puisqu'il va retraiter selon l'ordre d'apparition du texte. Et mon bouton devient noir. Vous voyez? Donc là, globalement, si vos modifications ne fonctionnent pas, c'est parce que vous pouvez avoir plusieurs CSS, donc vous faites une vérification. J'ouvre l'outil, CTRL-SHIFT-I. Je ne vais pas effacer ça, voilà, je vais laisser ça. Je fais un CTRL F5. Donc j'ouvre mon outil, je sélectionne mon bouton, et je vois que la couleur du background, donc la couleur de fond dans ma classe, c'est bien noir, alors qu'elle avait été déclarée ici en pourpre, je sais pas quoi là, vous voyez? Et c'est spécifié par un trait qui dit que cette valeur-là n'est pas prise en compte. Si je vire cette valeur-là, il va prendre la dernière qui est prise en compte, donc c'est celle qui était déclarée avant, celle du pourpre. Ça, cette petite checkbox là, d'ailleurs, j'ai oublié de vous l'expliquer, elle vous permet de activer et désactiver des valeurs. Vous voyez, la largeur, etc. Ça vous permet de faire des tests. Donc évidemment, tout ce que vous faites en test, en modification ici, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois, n'est actif que sur la page courante. Donc en gros, ça n'est pas enregistré dans le code. Hein. Si je fais un rafraîchissement, le bouton va redevenir noir ou je sais plus quelle couleur. Voilà, il redevient noir. Donc tout ce que je modifie ici pour faire mes tests ne touche et n'abîme rien de ma boutique. C'est que sur ma page à moi en test en ce moment. Donc voilà, en gros, tout simplement, si les fonctions et les couleurs et les valeurs que vous donnez, pareil sur le margin, sur la transformation du texte, tout ça, si ça marche pas, si la hauteur marche pas, c'est qu'elle est redéclarée après, donc importante. Et hop, à quintet bien sûr, importante, et hop, du coup, ça va spécifier que ça, quoi qu'il arrive plus tard, c'est important. Donc si vraiment vous avez un bug ou si vous n'arrivez pas à modifier ou quoi, ou un problème, comme je disais tout à l'heure, vous venez sur le groupe et on en parle, on va trouver la solution ensemble. Restez pas bloqués, le groupe, vous avez le groupe Facebook, vous avez son adresse dans la description de la vidéo. Mais voilà, donc en gros, en quelques minutes, on a découvert un outil, une pépite, totalement gratuite, qui s'appelle Paletton, qui nous permet de gérer et comprendre un peu les couleurs alors qu'on n'y connaît rien. On a découvert comment modifier, ajouter, sélectionner, créer des classes, et comment valoriser les attributs de notre classe pour changer la couleur, le texte, etc. Et on vient même d'apprendre à faire du hack CSS pour forcer l'attribution. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, c'est la seule chose qui nous permet de nous diffuser. N'oubliez pas qu'on fait ça gratuitement, donc plus on touche de gens, plus c'est intéressant pour nous. Et j'espère que cet épisode vous aura été pratique et favorable. Et surtout, si vous avez vos questions, on les retrouve dans le groupe. À bientôt!